Bien. Alors pour ceux qui sont restés, effectivement, on va commencer ce temps de table ronde. Avec Jean-Jacques, nous avons organisé ce temps en finale en 3 tables rondes, puisqu'on a voulu, pour avoir des moments où les échanges soient plus serrés, organiser on va dire des tables par niveau. Alors le niveau micro, les personnes qui sont dans le terrain, qui ont peut-être les mains dans le cambouis, plus peut-être dans la relation individuelle de soins. La deuxième table ronde, ce sera plutôt au niveau méso. Et puis la troisième table ronde, plutôt le niveau institutionnel. Et donc, pour cette première table ronde, Jean-Jacques, je vais te laisser avec Célia Cardozo, donc, qui était là, patiente partenaire, Romain Tesson, qui est une personne accompagnée partenaire, avec son accompagnant ou pas, non, vous restez tout seul, alors en autonomie. Et Julie Abal, qui est pédiatre au CHU de Toulouse dans le service de réanimation néonatale, centre de compétences maladies rares sur les malformations faciales. Voilà. Et puis Elsa Ballaneda, pour représenter le secteur médico-social, qui est directrice de l'association Maison de retraite protestante de Montpellier. Et je te laisse, Jean-Jacques. Merci Patrick. Alors je vais peut-être rester debout pour vous faire face. Alors je sais que pour les personnes qui enregistrent, elles vont râler. Et je me mets plutôt par là, c'est ça? D'accord. Pour pas trop perturber leur travail. D'abord, merci à Patrick de vous avoir présenté. Merci à tous les 4 d'avoir accepté. Donc en fait, la première question, on a une demi-heure à passer ensemble pour garder un petit temps d'échange avec la salle. Évidemment, ne vous privez pas du plaisir de vous poser des questions, leur poser des questions. Une première question très simple. Alors Célia nous a déjà expliqué tout ce qu'elle faisait, mais dans la continuité, j'ai envie de poser la question à Romain. Finalement, concrètement, pour vous, au quotidien, c'est quoi votre engagement dans le partenariat en santé? En quoi ça a du sens? Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour faire vivre ce partenariat? Alors, donc moi, c'est Romain Tesson et je suis coprésident d'une asso qui s'appelle Café & Co, qui a quasiment 3 ans d'existence. Il faut savoir que c'est une asso qui a été co-construite avec des personnes qui venaient d'institutions qui étaient chargées d'insertion professionnelle et qui ont mis autour de la table leurs connaissances d'anciens patients partenaires, comme on dit, et qui ont dit, voilà, nous, on voudrait travailler sur les sorties d'institutions et on voudrait savoir, en gros, votre vécu d'ancien. En gros, qu'est-ce que vous auriez eu besoin pour avoir une bonne sortie dans le milieu ordinaire, si je puis dire, même si j'aime pas trop ce mot. Mais l'idée, c'est de réussir une sortie. Donc, on a créé une asso sur lequel on met du bénévolat au centre du projet, de l'insertion professionnelle et plein d'activités. Et donc, l'idée, c'est d'abord d'éviter les coupures de lien social et ensuite de recréer un projet de vie professionnelle ou personnelle. Ça, c'est l'axe majeur de l'asso. Et à travers ça, on travaille aussi sur une commission d'accessibilité où on met vraiment des gens concernés au travers de parcours. Par exemple, on a été à l'Oncopole tester l'accessibilité, où c'était des personnes qui étaient... Donc moi, j'ai représenté l'handicap moteur. Il y avait une autre personne qui était malvoyante, malentendante, et une autre personne qui avait un handicap sensoriel, et voilà, divers handicaps. L'idée, c'était de mettre nos expertises individuelles au service du collectif pour préconiser des choses en termes d'adaptation. Voilà un peu ce qu'on peut faire. Et aussi, un autre et dernier projet, après je m'arrête parce que j'en ai plein, mais le troisième projet qu'on va mettre en place, là, qui est en train de d'éclore, j'ai envie de dire, c'est j'ai gardé contact avec les anciennes institutions par lesquelles je suis passé, qui sont principalement appartiennent à la SEI. Et en fait, l'idée, c'est de aujourd'hui nous concerner avec les personnes qui accompagnent
les personnes concernées actuellement, c'est de travailler avec eux sur leur projet de sortie. Et en mettant mon expérience au profit de ces personnes et de la famille pour pouvoir travailler la sortie. Merci Romain, on voit bien, c'est une très belle illustration. Non seulement on n'est pas effectivement dans la simple consultation ou collaboration, mais vraiment dans la co-construction. Tout ce qu'on essaye de faire passer comme message depuis ce matin sur les spécificités du partenariat en santé. On reviendra, on fera des petits tours de table rapides sur certaines questions. Célia, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ce beau témoignage de Romain ou de tout ce qui n'a pas été dit déjà concrètement sur le terrain? Comment ça peut s'incarner? Bon, mais il y a déjà beaucoup de choses. Bravo déjà, vraiment, pour tout ce que vous faites et ce que vous avez mis en place. Bon, moi, j'ai un petit peu monopolisé la parole déjà tout à l'heure. Donc, vous avez le droit de passer le micro oui. à votre voisine. Oui. On reviendra. Oui, avec plaisir. On reviendra vers vous. Donc, Julie Liabal, Patrick vous a présenté. Donc là, on est sur le versant plutôt soins, sans du tout les opposer, bien sûr. On viendra après sur le secteur médico-social. Donc vous êtes une praticienne de terrain au centre hospitalier. Donc voilà, concrètement, ce partenariat en santé, pour expliquer à tout le monde, ça se traduit, ça se concrétise comment dans votre pratique? Moi, je participe en fait à une consultation multidisciplinaire pour la prise en soin des enfants porteurs de malformations faciales. Et donc on avait déjà cette habitude de travailler en multidisciplinaire, mais avec des professionnels de santé classiques, je vais dire. Le pédiatre, le chirurgien, la diététicienne, le généticien, l'orthodontiste, tout un tas de gens. Et puis j'ai assisté à une présentation que faisait Delphine Vissac, qui est présidente de l'association Tremplin, qui s'occupe de patients et de parents dont les enfants sont porteurs d'un type de malformation faciale qui s'appelle la séquence de Pierre Robin. On a vu Delphine ce matin qui co-anime un atelier en parallèle. Pardon, je n'étais pas là ce matin, donc elle s'est présentée, c'est parfait. Et donc voilà, j'ai rencontré Delphine, on a essayé de construire ensemble un projet qui avait du sens pour toutes les deux. Et petit à petit, elle a intégré la consultation multidisciplinaire dont je vous parlais, où elle a plein de missions. À la fois, elle fait des ateliers de prévention en binôme avec une dentiste de l'équipe sur des thématiques, bien sûr, qui sont en lien avec les patients qu'on voit. Elle fait ça dans un espace dédié sur les temps d'attente entre chaque consultation, parce qu'en fait, on est des binômes et on a des salles de consultation différentes. Et entre chaque consultation, il y a un temps d'attente, et donc elle profite de ce temps d'attente pour ses ateliers, aussi créer du lien avec le milieu associatif, délier les langues et parler de choses dont on n'ose pas parler en consultation. Et de manière plus ponctuelle, elle va venir faire les consultations avec moi en binôme, en fonction des besoins, en fonction des possibilités. Et là, elle fait vraiment le lien entre le patient et moi. Elle va, comme ça a déjà été évoqué, on va être complémentaires en quelque sorte. Moi, j'ai mon savoir théorique que j'ai appris dans les livres en congrès, mais que j'ai quand même beaucoup nourri du retour de toutes les familles que j'ai rencontrées. Et Delphine, elle va encore compléter avec ses compétences, de son savoir de terrain, de son savoir expérientiel, le sien, mais aussi celui de plein d'autres familles, parce qu'elle est présidente d'association. Et ça, c'est vraiment très précieux. Elle va m'aider à repérer qu'il y a des problématiques qui, moi, ne viennent même pas à l'esprit, parce que je ne me rends pas compte que c'est un problème dans le quotidien. En fin de journée, on fait une synthèse avec l'ensemble des professionnels. Et là aussi, elle participe et elle nous aide à construire un projet de soins qui a du sens et qui essaie d'être au plus proche des besoins de chaque famille. Ça, c'est sur le côté consultation multidisciplinaire. Ensuite, on fait des formations ensemble. Et puis je dirais que ce qui est presque le plus important, c'est tout le côté informel de tous les échanges qu'on a. Il ne se passe pas une semaine alors qu'elle est à Montpellier et moi à Toulouse sans qu'on s'appelle pour discuter de problématiques sur lesquelles on n'arrive pas à avancer tout seul.
Et ça, j'ai des milliards d'exemples de situations qu'elle a permis de débloquer parce que quand on a une vision croisée, c'est toujours beaucoup plus riche et beaucoup plus efficace. Tout à l'heure, il a été évoqué que peut-être que ça mettait plus de temps, qu'on perdait du temps sur le moment, mais qu'on allait plus loin. Moi, j'ai l'impression de gagner du temps tout le temps en travaillant avec elle, à la fois pendant les consultations, mais aussi en dehors. Voilà. Merci pour ce bel exemple aussi. Alors, j'ai un souvenir ému parce que j'ai fait l'étude de médecine au siècle précédent, mais je crois qu'on n'a même pas évoqué l'idée à l'époque de faire de la co-consultation, parce que ce que vous décrivez vraiment, c'est de la consultation à deux. Ce n'est pas une médiation d'un professionnel vis-à-vis d'un patient, c'est vraiment de la co-expertise et de la co-consultation. Enfin, je ne voudrais pas me tromper dans l'interprétation que j'en fais, mais c'est comme ça que je le comprends en tous les cas. Oui, c'est ça l'idée. Mais c'est, j'allais dire, j'ai baigné là-dedans depuis toujours, parce que je travaille dans un service de néonat, et je pense que cette culture d'intégrer les parents dans la prise en charge, elle s'est faite au moment où j'ai commencé à travailler dans les services de néonat. Et donc, ces services qui étaient fermés aux parents jusque-là se sont ouverts. Et je me suis formée en voyant le bénéfice d'avoir les parents auprès des enfants, mais auprès des soignants aussi, et les échanges qu'on pouvait avoir. Et je crois que c'est devenu une évidence que le regard des parents est très précieux, et je pense que tous les gens qui travaillent en néonat pourront vous donner l'exemple du staff du matin où on passe tous les enfants en revue et on dit lui il va très bien, on s'approche de la couveuse et du parent, la maman qui nous dit je trouve fatiguée aujourd'hui. Bon, c'est sûr que celui-là dans la journée il va se passer un truc que nous avec nos machines et nos regards de soignants on n'a pas repéré. Et donc je pense que c'est dans la continuité de cette manière dont j'ai grandi dans le milieu médical qu'on est arrivé à cette consultation. Merci, on finit ce premier petit tour de table par vous, Elsa. Donc, Patrick vous a présenté, donc vous êtes responsable d'une structure médico-sociale, un EHPAD et un service de soins à domicile, justement. Donc vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites et comment vous incarnez ce partenariat? Je sais que vous faites plein de choses aussi. Bonjour. Concrètement, à la maison de retraite protestante, le partenariat en santé, alors on ne peut pas dire que, par rapport aux réflexions qui ont été posées ce matin, on est complètement à 100% dans le partenariat. Par contre, on est dans cette démarche-là, il faut être honnête. Et à la rigueur, je pense que l'accepter, c'est aussi la force qui va rassurer le collectif et leur permettre de tendre vers cette dynamique-là. Donc concrètement, comment ça se traduit? D'une part, c'est en lien avec la philosophie et la culture de l'établissement. Donc une association qui promeut le respect des libertés, le respect de l'autre. Ça, on le retrouve aussi dans le projet d'établissement sous la forme « L'autre existe », qui a été une citation d'une résidente qui auparavant encore avait été vice-présidente de l'association. Donc partant de ce constat où on va considérer que l'autre existe, eh bien, en tant que professionnel, quand on vient travailler là, on va tout faire pour que le résident se sente chez lui. Donc ça va passer par de l'aménagement, de la décoration. Mais ça, ok, c'est sympa. Mais si on le fait, nous, entre professionnels, ça n'aura pas forcément le rendu qu'il faudra pour le résident. Donc, on constitue des groupes de travail ou des rencontres informelles aussi, où on va profiter des ressources des professionnels qui vont échanger dans l'intimité avec les résidents pour recueillir leur avis, observer leur mode de vie, discuter avec les familles sur les attentes. Et donc progressivement, on va réussir à adapter un environnement qui ressemble encore davantage à leur propre domicile. Donc ils vont tester du mobilier, ils vont aller en magasin pour l'acheter, ils vont vouloir changer d'avis sur un cadre, mettre une plante à tel endroit, etc. Donc oui, pour le coup, ça va être beaucoup plus chronophage. Mais le résultat derrière va faire que la famille comme le résident, donc les personnes qui sont accompagnées finalement par la structure, vont se sentir beaucoup plus à l'aise et vont d'office contribuer à la vie de la maison. Et donc là, après, c'est retravailler avec les professionnels sur finalement, en tant que professionnel,
à quel niveau on se trouve. Donc, ok, on arrive à être à un niveau de partenariat. Mais les professionnels ne sont pas formés à ça. Et ça, c'est un gros problème. Donc, on doit soit les former, soit les déformer. Parce que beaucoup ont été formés à beaucoup de choses, mais pas au partenariat. Et j'insiste vraiment sur cet aspect-là, avec cette posture de supérieur quelque part par rapport à la personne qu'on accompagne et à sa famille. C'est ce que disait Béatrice tout à l'heure dans la déconstruction Tout à fait. mentale de l'apprentissage avant de reconstruire autrement. Voilà. Après, on fait quand même avec les moyens du bord. Donc non, on n'est pas encore assez performant sur la formation externe. C'est aussi compliqué de mobiliser les gens pour qu'ils arrivent à accepter d'aller se former. Donc ils y sont sensibilisés dans leur pratique. Ils essayent au coup par coup. Là, ça y est, on commence enfin à avoir des soignants qui proposent et qui mettent en œuvre des projets. On a des responsables de service aussi qui vont les accompagner à ça. Le droit à l'erreur aussi, c'est une marque de fabrique chez nous. Et paradoxalement, il y a eu des résidents qui, eux, ont eu envie de se former, mais la formation est beaucoup trop dense pour eux, parce qu'à 90 ans, c'est assez compliqué de retourner et tenir sur une bande d'université pendant toute une journée. Donc, ils ne se sont pas sentis. Donc, à nous aussi de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour les former dans ce sens-là. Autre exemple sur le quotidien. Donc, je vous ai parlé de l'échange, de l'observation. On a un gros accompagnement qui a été fait par le COPS. Oui, on a besoin de le renforcer. Mais ça nous a mis aussi dans une posture d'une observation et d'une écoute plus active. Et je prends l'exemple qu'on avait porté, je crois, il y a 2-3 ans au COPS, en témoignage. Une résidente, un jour, on était installés et puis elle s'exprime, on discutait du quotidien. C'était une période où on avait, comme beaucoup, des difficultés à recruter. Et en fait, on dit, mais non, mais moi ici, mais je suis super bien, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est que vous me protégez vraiment de tout ça. Alors le terme protéger, oui, j'ai vrillé. Et du coup, ça nous a permis finalement, en restant sur ce témoignage, de travailler avec elle et avec d'autres, donc résidents et professionnels, j'avoue qu'on a exclu les familles sur ce projet-là, de travailler au recrutement. Donc on n'a pas 100% des recrutements qui sont faits en présence de résidents, parce qu'on va aussi accepter que des fois les résidents n'aient pas envie d'être partenaires. Donc on a notre organisation de travail, on va convenir des entretiens de recrutement et on va communiquer, voilà, tel jour on reçoit un infirmier qui veut venir, qui veut pas, et en fait le résident va vraiment apporter ses critères de sélection qui vont être vraiment le fait d'avoir un regard bienveillant, de ressentir le respect, de ressentir une politesse. Ça, c'était les 3 items à l'époque qu'avait retenu la première résidente qui vraiment avait ancré cette participation au recrutement et auquel on tient. Ça nous permet aussi de rassembler des résidents qui ont des troubles cognitifs très avancés et qui sont moins en capacité de participer à des groupes de travail à proprement dit. Donc une dame qui n'a pas toute sa tête, qui va passer, qui va venir, qui va s'installer, comme l'entretien se fait dans les espaces communs, ça va peut-être déstabiliser le candidat, mais justement, on va prendre en compte sa réaction. Et puis la dame, les questions qu'elle va poser et comment elle va s'approprier l'échange, ça va déjà nous mettre en situation sur le profil du candidat. Et donc du coup, voilà, ça permet aussi une forme d'immersion à la vie de la maison. Voilà, ça c'est pour rester sur quelques exemples. Et je terminerai quand même avec le comment on recueille aussi l'expression des personnes en évitant de trop formaliser et de trop structurer. Donc on s'est appuyé sur tous les aspects culturels. Donc pour le coup, merci l'ARS et la Mécano qui nous ont permis aussi à financer des projets autour du rap et autour du théâtre. Et on se rend compte 3-4 ans après qu'il y a des résidents qui étaient vraiment introvertis, qui aujourd'hui sont en capacité de demander. Alors ça paraît pas, mais à 90 ans, apprendre à demander, c'est quand même énorme, et à se positionner. Et d'un autre côté, ils se saisissent aussi, eux, davantage du quotidien, puisqu'ils ont créé le comité des fêtes, qui leur permet maintenant de véritablement mettre en place des activités avec l'extérieur. Donc ils font un bal, ceux qui sont à Montpellier dimanche peuvent venir. Il y a un bal ouvert à tous, venez danser, c'est possible. Et d'un autre côté, donc on avait une résidente, donc là pareil, c'était le lien avec le COPS et en quoi
une structure peut permettre aux résidents d'être davantage citoyens et acteurs, puisque le projet s'appelle résident-acteur chez nous. Donc une résidente qui était partie pour apporter son regard au moment de l'élaboration du projet Aurore Méditerranée et qui a fait sa journée, on l'a juste accompagnée en voiture, on l'a déposée, elle s'est débrouillée toute seule et puis on est revenu la chercher, on l'a raccompagnée à l'EHPAD et elle a vécu comme ça son partage d'expérience. Après, cette même équipe est venue dans l'établissement pour échanger avec d'autres résidents et observer notre façon de travailler. Voilà. Donc c'est bien de pouvoir comme ça utiliser toutes les ressources qu'on a à disposition, ne pas se mettre de limites en fait. Voilà. Mais la difficulté, c'est de structurer. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Très intéressant aussi, on voit que la co-consultation, le co-recrutement, qui est souvent un espace réservé d'expertise du professionnel, peut s'ouvrir au partenariat en santé. Pour prolonger, alors en fait, je vais faire comme Patrick, je vais cumuler 2 questions en une pour gagner un tout petit peu de temps dans le tour de table, laisser un peu de temps aux échanges si vous le souhaitez. C'est la première, très simplement, parce que je crois que c'est Michel Clanet ce matin qui a posé la question. Moi, en tant que spécialiste de la qualité, je veux dire, en quoi tout ça améliore-t-il la qualité du parcours? Donc, on a beaucoup parlé de vécu, que tant du côté des personnes accompagnées, des patients que des professionnels. Mais de votre point de vue, de manière simple, si vous en avez un, quoi on peut étayer cette thèse que ce partenariat en santé, sur tous les axes de la qualité qu'on a évoqués un petit peu rapidement ce matin, en quoi ça améliore cette qualité des parcours? C'est une question difficile, un peu provocatrice. Et puis la deuxième question, je la pose tout de suite. Comme l'a expliqué Patrick, la deuxième table ronde est une table ronde plus méso, donc il y aura vos représentants à la fois des fédérations, des usagers. Quelles questions ou quelles remarques vous souhaiteriez leur faire ou poser comme question pour essayer de continuer à développer plus facilement ce partenariat en santé? Je ne sais pas qui se lance. Romain, vous vous sentez? Moi, pour la première question, qu'est-ce que ça apporte des deux côtés? Déjà, par le peu d'expérience que j'ai eue, j'ai quand même obtenu souvent des réponses que les professionnels ne pouvaient pas obtenir si c'est moi qui posais la question. Et donc, je me permets aussi de poser des questions que le professionnel n'ose pas aller, on va dire, jusqu'au bout, au fond du sujet, parce qu'on sait concrètement ce qui peut gêner et comment l'amener, puisqu'on l'a vécu, plus ou moins. Donc ça, c'est vraiment un vécu. Ce que ça apporte aussi pour moi, et là je parle du milieu handicap, entre guillemets, c'est aussi le fait de dire aux suivants, à ceux qui arrivent derrière moi, de dire en fait, si je fais ça, si on peut faire ça, ça veut dire qu'on peut vous faire confiance, ça veut dire que vous avez des compétences. Et ça veut dire qu'en fait, votre vécu, c'est déjà une grosse compétence. Et ça, mettre la compétence à l'origine du... En fait, à Café & Co, on a l'habitude de dire que souvent, quand on fait une fiche de poste de travail, on va vous vendre une fiche de poste où il y a 10, 15 tâches. Et en fait, derrière, la personne, elle va maîtriser 1, 2, 3, 4 tâches et après être paumée. L'idée, c'est de dire là, on prend la personne avec sa compétence et on va la mettre au service de là où on en a besoin. Du coup, il gagne en confiance, il gagne en autodétermination, etc., etc. Donc ça apporte ça. Et puis je pense que pour le professionnel, et j'ai eu des retours là maintenant qu'on travaille concrètement avec les professionnels, d'abord, ils se remettent en question beaucoup plus. Beaucoup plus. Ils vont se poser des problèmes aujourd'hui qui ne se posaient pas avant et qui fait qu'on va travailler sur des solutions ensemble. Mais ça veut dire que je mets la notion vraiment sur la confiance qu'on va nous apporter et cette co-confiance pour le coup, parce qu'on va leur demander eux aussi de déconstruire leur façon de penser et de voir les choses. Et c'est là où ça me fait répondre à la deuxième question. C'est aujourd'hui, pour développer tout ça dans de bonnes conditions, les structures et les directeurs et les directions en général sont-elles prêtes à mettre les moyens humains, financiers et formation pour que ce schéma puisse se développer, pour autant accepter, entre guillemets, le risque, l'échec s'il y en a, mais en tout cas,
on parlait de protection, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas de la surprotection pour que ce ne soit pas contre-productif en fait. Et qu'on soit productif pour les deux côtés. Merci Romain, je crois que c'est très clair comme question. Je ne suis pas sûr que des participants à la table ronde numéro 2 ne répercutent pas la question à la troisième, mais on verra. Je ne veux pas préjuger de cela. On continue le tour de table, peut-être Célia. Donc c'est concrètement... Oui, concrètement, là j'ai un exemple en tête. Donc moi j'ai participé à l'amélioration d'un parcours de soins en tant que présidente de l'association Tintamarre. Donc le parcours de soins, c'est des enfants qui naissent avec une malformation congénitale. Donc c'est vrai qu'ils sont pris en charge en service de chirurgie viscérale pédiatrique, mais on a identifié avec l'équipe, puisque j'ai travaillé notamment avec l'équipe de la Timone à Marseille. Et en fait, on a identifié vraiment comme point aveugle, c'était l'annonce. Parce que l'annonce en fait, de ces malformations ont lieu en salle de naissance, donc en général par l'obstétricien ou la sage-femme, donc des personnes qui ne sont absolument pas formées en fait, à l'annonce. Donc souvent, on avait des parents qui étaient très traumatisés par l'annonce qui n'avait pas été faite dans les règles de l'art. Et donc, on a retravaillé complètement le parcours en prenant en compte cette difficulté. Et donc, ça a amélioré effectivement la satisfaction en fait, des familles qui entraient dans le parcours de chirurgie. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je pourrais éventuellement vous les retrouver. Mais une augmentation de la satisfaction de manière significative, donc pour les familles, mais également pour les professionnels de toute l'équipe, puisqu'on était en plus vraiment en équipe pluridisciplinaire. Et à tel point qu'il y a en fait un besoin qui a émergé, y compris de l'équipe, et notamment un besoin d'un soutien psychologique pour l'équipe, que le psychologue du service n'était pas en mesure de leur fournir, puisqu'ils sont là pour les patients et pas pour l'équipe. Et donc, en fait, on a pu mettre en place justement un soutien psychologique aussi pour l'équipe concernée. Donc voilà, c'est concrètement ce que ça peut donner l'intégration du partenariat patient dans l'amélioration des parcours de soins. Et pour répondre à la deuxième question, je dirais que c'est trop personne dépendant. Voilà, c'est des projets qui émergent parce qu'il y a une volonté individuelle d'un médecin, d'un cadre de santé, parfois d'une équipe, même si c'est plus rare. Mais en fait, ça ne s'inscrit pas forcément dans une stratégie globale de l'établissement et ça, c'est dommage. Donc, il faudrait changer ça. Faire court là-dessus, parce que ça met cheval de bataille la position de la qualité dans la stratégie et les priorités stratégiques dans le domaine de la santé. Bon, ça fait juste 35 ans que je me batte là-dessus, mais je ne finirai pas. Mais c'est un vrai sujet, et bien sûr sur le partenariat en santé. Julie, même question, donc point de vue... Oui. Plus on facile, avance, plus c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que je partage complètement. L'amélioration de la qualité des soins, c'est évident. Moi, je dirais qu'on s'en rend surtout compte quand on n'a plus le patient partenaire. Les jours où on fait la consultation et que Delphine n'est pas là, je suis à peu près certaine que je vais avoir un coup de fil du chirurgien, de l'ORL ou de je ne sais qui de l'équipe qui me dit « mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ça ne fonctionne pas, on n'avance pas, tout le monde est stressé, les enfants, les parents, les professionnels de santé. Où est Delphine ?» Et Delphine, elle n'est pas là. Donc moi, ça a été le premier déclic où je me suis dit « ouais, en fait, là, tout le monde, y compris ceux qui n'étaient pas à l'initiative du projet, se rendent compte du bénéfice de la présence de Delphine. » Et puis moi, je m'en rends compte aussi dans les consultations où quand elle n'est pas là, je sens que je passe à côté. Je sens que, comme tu l'évoquais, il y a des questions que je ne pose pas parce que je ne sais pas comment les poser ou parce que je ne me rends pas compte que c'est important. Et je me dis, ah, Delphine aurait été là, je suis sûre qu'elle en aurait parlé. Je me rends compte que je me mets à élaborer toute seule des projets de soins en me disant, voilà, c'est génial cette famille, on n'a pas réussi à construire un truc avec eux jusque-là. Là, je sens qu'on est dans le bon créneau.
Puis je finis la consulte et je me rends compte que j'étais complètement à côté de la plaque parce que je leur en propose un truc qui est juste à côté de l'hôpital, qui est génial, alors qu'ils habitent à 150 km de là et qu'ils n'ont pas osé me dire « mais en fait, on n'habite pas du tout ici ». Donc c'est tous ces moments-là, je dirais, où elle n'est pas là, où je me rends compte à quel point ça manque, où je me rends compte à quel point, même quand on a l'impression d'être bienveillant, d'être dans le partenariat, si on n'a pas un vrai partenaire pour nous tirer la sonnette d'alarme et nous dire là tu n'y es plus du tout, c'est hyper difficile. Donc pour moi il y a ce bénéfice qui est le bénéfice du patient, qui va être mieux écouté, mieux pris en charge dans sa globalité. Et il y a également le bénéfice du soignant, parce qu'on a le sentiment d'avoir mieux travaillé, on est davantage content de sa journée. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans le milieu de la santé, ce qui fait que les gens durent, c'est parce qu'ils sont contents de venir travailler, qu'ils ont le sentiment de faire du bon boulot. Et ce n'est pas toujours le cas à l'heure actuelle, donc ça y contribue et c'est important. Et puis, moi, je dirais que ça m'a aussi décomplexée sur certaines choses où je me sentais garante que tout roule, que tout fonctionne. Et l'idée de construire ensemble, l'idée de la décision partagée, ça m'a fait me rendre compte que je ne portais pas les choses toute seule, qu'on les portait ensemble et que les échecs comme la réussite, c'est ensemble et c'est ensemble qu'on rebondit. C'était pas que de ma responsabilité et chacun fait ce qu'il peut dans la mesure de ce qu'il peut faire. Ça c'est pour la première question. Pour la deuxième, je rejoins également ce qui a été dit. Ma question c'est comment valoriser ce partenariat et le valoriser dans tous les sens du terme. Le valoriser sur le plan financier, parce que c'est quand même une grosse problématique. Nous, Delphine, elle vient une fois par mois à Toulouse, elle n'est pas payée pour sa journée de travail et elle n'est pas dédommagée pour ses déplacements, le train, la voiture, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût financier qui n'est pas négligeable. Et ça a un coût aussi en termes d'investissement. Comment valoriser tout ça ? Il y a des journées comme aujourd'hui, c'est super, mais j'ai quand même le sentiment que c'est des journées où on a un public de gens qui sont déjà intéressés par le sujet, sensibilisés à ce sujet. Donc comment faire en sorte que ça devienne une problématique de santé publique et que ce soit médiatisé et valorisé à plus grande échelle ? Bonne question. En 1 minute, Elsa, parce qu'on est déjà un petit peu en retard pour la table ronde, mais c'est pas grave, c'était important qu'on puisse écouter vos témoignages de terrain, quelle que soit votre position et vos questionnements. Je rattrape le retard. Donc nous, le fait de savoir la qualité, c'est au quotidien de voir est-ce que chaque résident passe 24 heures telles qu'il les attendait. Alors ça ne veut pas dire que ça va être le monde des bisounours et que tout va aller bien. Ça veut dire qu'il va être à l'aise dans la relation à l'autre, aussi bien professionnel qu'avec les autres résidents, donc mieux accepter son quotidien, voire valoriser et être fier d'habiter l'EHPAD. Pour les professionnels, ça va être le fait de profiter de ce partenariat-là pour développer sa remise en question et dans le collectif, du coup, de promouvoir l'évolution de la dynamique d'équipe. Donc indispensable pour pouvoir encore aller plus loin. Et tout ça, ça permet l'indicateur clé, ça va être la confiance. Donc comment est-ce qu'on va évaluer si les gens, on sent qu'ils sont dans une relation de confiance, d'expression facile, d'expression aisée. Et on va le retrouver souvent au moment de l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé, parce que nous, on est un lieu de vie, donc on ne va pas non plus alors c'était discuté ce matin, mais on ne va pas se cantonner à l'instant T du soin. Mais sur ces 24 heures-là, est-ce que le regard du résident, le regard des professionnels, donc de l'institution, et le regard de la famille se rejoignent ou pas ? Et est-ce que les gens ont liberté à échanger ? Voilà. Et les requêtes, oui, ça serait les mêmes. Je trouve qu'il y a une très bonne dynamique en Occitanie. Donc ça serait comment tous ensemble on réussit à poser les choses, quelles étapes on veut franchir et comment aller plus loin. Donc oui, des financements, mais pourquoi et comment ? Voilà. En EHPAD, peut-être que les résidents n'ont pas forcément envie d'être patients partenaires 24/24, mais sur des actions clés, d'avoir quelqu'un qui peut venir donc financer comme ça des actions d'accompagnement et de formation et de sensibilisation auprès des résidents, des professionnels et des familles, je pense que ça serait pas mal.
Merci beaucoup. Je propose qu'on vous applaudisse pour vos témoignages et surtout pour votre engagement au quotidien. Get up.